aimable invitation qui me permet de m'adresser à un auditoire choisi et nombreux, et je vais tâcher de respecter l'horaire. Vous me donnez 1 heure, je vais tâcher de m'y tenir. Donc, vous m'avez proposé comme sujet, aux sources de notre... Oui, aux sources de notre identité, les racines indo-européennes, débats scientifiques et enjeux idéologiques. Je me consacrerai davantage à la première partie, la deuxième étant réservée, partiellement au moins, aux questions. Dans notre identité, il y a les peuples dont nous sommes issus. Je vous en propose 4, ce qui est rare. On parle naturellement des Gaulois, qui sont les plus anciens, des différents peuples germaniques, dont le plus important a été celui des Francs, mais dans la région parisienne, par exemple, mais ici, bien naturellement, ce n'était pas les Francs. Et le troisième, c'est ceux à qui nous devons notre langue, c'est-à-dire les Romains, qui sont venus, comme vous savez, en conquérant. Les Germains, ça a été beaucoup plus complexe que cela. Il y a une partie de conquête, il y a une partie d'infiltration. Enfin, c'est une situation historique beaucoup plus variable. Et puis, les Romains, c'était un empire, les Francs, c'était les Germains, c'était des tribus. Et j'y ai ajouté les Alains, qui sont arrivés avec les Germains, ce qui fait qu'on ne les a pas tellement distingués au départ, mais les Alains étaient des Iraniens, et donc très différents des Germains par la langue, même si culturellement ils s'en rapprochaient beaucoup. Alors, qu'y a-t-il de commun entre ces 4 ensembles? Eh bien, c'est que ce sont tous des peuples d'origine indo-européenne. Les Gaulois sont des Celtes. Les Celtes, il y en a un peu partout en Europe au 1er millénaire avant notre ère. Les Romains sont des Latins. Et tous les peuples germaniques sont des Germains, c'est-à-dire des Indo-Européens. Et les Alains descendent des Scythes et donc sont des Iraniens. Avant de vous parler, d'aborder le sujet, je vais vous faire une brève histoire du début des études indo-européennes, qui est peut-être plus intéressant pour la deuxième partie de mon exposé, le débat sur les enjeux idéologiques, que sur la partie proprement scientifique, puisque, évidemment, il ne reste pas grand-chose aujourd'hui des discussions qu'on a eues sur la question au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Mais du point de vue de l'idéologie, vous verrez, c'est tout à fait révélateur. Le premier aperçu d'une parenté de langues indo-européennes, je ne dirais pas de toutes les langues indo-européennes, remonte à la fin du XVIe siècle, quand un marchand vénitien, Filippo Sassetti, a observé des rapports évidents entre des mots sanscrits, des noms de parenté, des noms de nombres, etc., et le latin. Il n'est pas allé plus loin, mais enfin, ça suffisait déjà pour attirer l'attention. Or, personne n'a fait écho. Alors, on dira, ces lettres n'ont pas été publiées, certes,
Mais on a dû en parler. Et ça aurait dû, normalement, attirer l'attention. Il n'y a pas du tout. Pourquoi? Eh bien, parce que l'observation ne s'inscrivait pas dans un mouvement d'idées, dans ce que l'on attendait. Et ça, c'est une règle générale. Lorsque un fait scientifique ne correspond pas à une attente, eh bien, il passe inaperçu. Qu'est-ce que l'on pensait à l'époque de notre langue? Eh bien, tout le monde savait que le français prolongeait le latin. Et le latin, eh bien, comme les Romains, on pensait que le latin venait du grec. Et le grec, les Grecs ne savaient pas d'où venait leur langue. Mais les Français le savaient très bien, le grec venait de l'hébreu. Pourquoi? Eh bien, parce que la chrétienté vient du monde hébraïque, donc puisque la religion chrétienne vient du monde hébraïque, la langue française devait en provenir également. Et jusqu'au début du XIXe siècle, on a des étymologies hébraïques dans les dictionnaires étymologiques du français. Bon, tout a changé au XVIIe siècle avec ce qu'on a nommé la théorie psiquique. Je vous ai rapporté sur le papier qu'on vous a remis des noms assez peu connus. Juste Lips, Claude Saumaise, Marcus Zveriut von Bockthorn, qui sont tous trois des protestants et liés à une université des Pays-Bas. Et le fait qu'ils soient protestants, je ne sais pas si ça a une importance ou pas, mais qu'ils soient liés au monde flamand, ça en a une, parce que le rapprochement a été fait entre le persan, que l'on connaissait depuis toujours. Rome avait des rapports étroits avec la Perse. Donc on a toujours connu le persan en France et dans les pays occidentaux. C'est d'ailleurs par la Perse qu'on a connu l'Inde, pour l'essentiel. Un rapprochement donc entre le persan et le flamand. Le flamand est une langue germanique comme les autres et qui a le mérite par rapport à l'allemand de ne pas avoir la deuxième mutation consonantique qui complique encore un petit peu les rapprochements. Mais simplement avec ces deux langues, on arrivait à montrer que ce qu'on racontait par ailleurs n'était pas vrai. Donc, les langues, l'évolution des langues ne reflétait pas l'évolution de l'idéologie. Que l'idéologie dominante de la chrétienté, enfin pas dominante, unique de la chrétienté, provienne du monde hébraïque, c'est une évidence, que personne n'a d'ailleurs remis en question, mais que les langues de l'Europe viennent de l'hébreu, c'est ce que les observations de ces protestants des Pays-Bas ont démenti. Naturellement, comme ça contrariait l'idéologie dominante, ça n'a eu aucun écho. Tout a changé au XVIIIe siècle, où l'idéologie dominante a été ébranlée par ce qu'on appelle les libertins. Et l'idée a fait son chemin jusqu'à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est dire que là, on arrivait, je ne dirais pas au cœur du système, mais chez des gens qui étaient tout à fait dans des bien-pensants, et qui ont voulu savoir ce qu'il en était de ce que l'on disait
comparaison entre nos langues et des langues du sud de l'Asie. Et ils ont chargé un jésuite, le père Curdoux, de faire une étude sur la question. Il se trouvait qu'il était missionnaire en Inde et qu'il ne devait pas avoir beaucoup de travail parce que les Indiens, contrairement à d'autres peuples, n'exécutaient pas les missionnaires. Ils les laissaient parler. Ose toujours tu m'intéresses, et les conversions ne se faisaient évidemment pas parce que l'Inde n'a pas attendu les missionnaires pour faire de la théologie, et une théologie largement aussi compliquée que celle des chrétiens. Donc il ne lui a pas été difficile de trouver des gens donnant les formes correctes du sanskrit. Et étant latiniste et helléniste, il n'a eu aucune peine à faire les comparaisons. Mais il a, et ceci est méritoire, fait la différence entre les comparaisons avec le grec qui lui ont paru peu significatives parce qu'il y a eu des royaumes indo-grecs après Alexandre. Donc il aurait pu s'agir d'emprunt. Mais les comparaisons avec le latin, surtout lorsqu'il y avait une forme grecque en face, ça ne pouvait être qu'un héritage. Et ça, c'est tout à fait méritoire parce que la notion de langue commune et de langue fille par dialectalisation, c'était une idée qui n'était pas commune. Comment est-ce qu'on expliquait que le français diverge du latin? Tout simplement parce qu'on pensait qu'il était mélangé de gaulois, ce qui n'est pas vrai. Enfin, l'élément gaulois en français, c'est un certain nombre de mots paysans, mais le vocabulaire de base et la grammaire sont totalement imperméables à l'influence gauloise. Et puis aussi des influences germaniques, qui ne sont pas non plus très importantes dans le domaine grammatical. Enfin, un peu plus que le gaulois. Le système des pronoms du verbe est germanique. Mais enfin, ça ne fait quand même pas énormément de choses. Donc, le mérite de Curdoux est d'avoir parfaitement vu le problème et d'avoir analysé la situation. Seulement, malheureusement, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui avait à ce moment-là d'autres soucis, puisqu'on arrivait à la période révolutionnaire, a remis la publication du texte de la réponse de Curdoux, qui n'a paru que, je crois, en 1807-1808. Donc la priorité est revenue à l'anglais William Jones, qui lui aussi, enfin résident en Inde, était bien placé pour utiliser le sanskrit, et qui a très bien vu que nos langues provenaient d'une proto-langue qui peut-être existait encore, et je pense que pour lui c'était le sanskrit. Mais il ne s'est jamais prononcé sur ce point. Alors là, la machine était lancée. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y avait plus le blocage idéologique, parce que c'était la période du romantisme allemand. Et là, évidemment, on était dans un tout autre univers mental. Et c'est pour ça que le travail de Friedrich Schlegel, über die Sprache und Weisheit der Indier, est à mon avis déterminant, car il a en même temps rappelé le peu d'acquis que l'on avait alors
dans le domaine linguistique, mais surtout qui a montré que la sagesse indienne, c'est-à-dire essentiellement la doctrine des Upanishads, correspondait à la pensée originelle des Européens. Bon, c'est vrai en partie, faux en partie, parce que les Upanishads, c'est quand même déjà très indien, c'est déjà des spéculations très locales, mais il y a quand même un fond qui remonte à la tradition indo-européenne et à ce que nous en avons conservé en marge du christianisme. Mais le christianisme, comme vous savez, a été non seulement très envahissant, mais très accapareur. Et il s'est accaparé une part de la tradition indo-européenne. Je vais vous en donner un exemple très simple quand on parle de la triade pensée, parole, action, à laquelle j'ai consacré récemment un ouvrage. Eh bien, n'importe quel chrétien vous dira bah, ça vient du Confiteor. Ce qui est vrai. Mais le Confiteor, d'où vient-il? Eh bien, ça ne vient pas de l'Évangile ni de la Bible, où vous ne trouvez pas de triade pensée, parole, action. Ça vient d'Iran zoroastrien. Et d'où vient la triade iranienne? Eh bien, de la tradition indo-européenne. Donc, de même que le culte des saints reflète très souvent des cultes de héros ou de dieux antérieurs, eh bien, un certain nombre d'idées chrétiennes, j'ai même soutenu que l'idée de la Trinité provenait de l'Iran mazdéen. Bon, ce serait un peu compliqué à vous expliquer, et comme j'ai quand même pas mal d'autres choses à vous dire, je passerai pour cette fois. Donc, ensuite, eh bien, ça a été le travail artisanal. Donc, on a commencé par la morphologie. Deux noms sont à citer, Franz Bopp et Rasmus Rask, Bopp allemand, Rask danois, qui n'ont pas travaillé exactement sur le même matériel. Enfin, chacun travaillait sur ce qu'il connaissait. Bopp a travaillé sur les langues classiques, le germanique naturellement, et le sanskrit, et le persan. Rask a travaillé sur le germanique, notamment sur les langues du Nord, et, outre les langues classiques, également sur le balte et le slave, qui avait été négligé par Bopp, tout simplement parce qu'il ne les connaissait pas. Donc là, le travail s'est fait de façon très concluante, car quand on compare des systèmes morphologiques, on n'a pas le problème du sens. Bon, un présent, c'est toujours un présent, un génitif pluriel, c'est toujours un génitif pluriel, même si les emplois ne sont pas rigoureusement les mêmes, la nature est toujours la même. Et quand on n'a pas à se préoccuper du sens, croyez-moi, ça vous enlève une épine du pied. Mais quand on est arrivé au vocabulaire avec Pott, vers 1836 exactement, eh bien là, Pott a rencontré le problème du sens, qui est souvent très délicat. Alors évidemment, il y a des secteurs du vocabulaire où ça va très bien, les noms de nombres, il n'y a pas de problème. Les noms de parenté, déjà, c'est pas toujours aussi simple qu'on le voudrait. Et puis, alors il y a tous les autres où on peut avoir les évolutions sémantiques les plus inattendues. Et donc, quand on travaille sur le vocabulaire, on est obligé d'être particulièrement attentif aux correspondances formelles.
Or, les correspondances formelles, jusque-là, on ne s'en était pas trop soucié, pour une raison très simple, c'est que ça ne marche pas toujours. Et lorsque Jacob Grimm a proposé sa loi, la loi qui garde son nom, la loi de la première mutation consonantique germanique, celle qui est commune à toutes les langues germaniques, eh bien, on s'est aperçu qu'elle laissait des résidus. Et que, par exemple, d'avoir en allemand comme nom du frère Bruder, alors qu'on a un T dans Vater et Mutter, et que tout cela, ce sont des noms en terre, pater, frater, mater en latin, eh bien, là, on avait le choix entre rejeter les correspondances, ce qui aurait été absurde, et admettre un flottement dans l'évolution phonétique, ce qui est fâcheux, car s'il y a un flottement, eh bien, la pratique n'a pas un caractère scientifique. Et si on admet que ce flottement, eh bien, il est inévitable et définitif, on renonce au caractère scientifique de la démarche, qui est quand même gênant. Et c'est là que Werner a trouvé la raison de cette différence apparente qui était la place de l'accent pré-germanique. L'accent germanique, c'est toujours le même, il est radical, mais l'accent pré-germanique était tantôt sur la première, tantôt sur la deuxième syllabe, et c'était le cas dans ces noms de parenté. Donc, une fois qu'on a reconnu qu'on a postulé le caractère régulier des changements phonétiques, eh bien, la reconstruction a accédé à un statut scientifique, ce qui est quand même toujours rassurant quand on travaille. Surtout dans le domaine des sciences humaines, où on est généralement considéré comme un littéraire, ce qui pour un scientifique n'est pas un compliment. Donc, à partir de ce moment, on peut dire que les acquis de la reconstruction ont été cumulatifs. C'est-à-dire qu'on a constamment progressé et jamais reculé sur aucun point. Ce qui est, toutes les sciences ne peuvent pas en dire autant, même parmi les sciences dites exactes. Donc, je ne parlerai pas des travaux plus récents, car avec Brugman, on peut considérer qu'on est entré dans la phase pleinement constructive, celle à partir de laquelle il n'y a pas de retour en arrière. Donc, les premières conclusions qu'on peut en tirer, c'est que les concordances relevées sont si nombreuses et si précises qu'un hasard est totalement exclu et que l'hypothèse d'une proto-langue dialectalisée est assurée à 100%. Alors, je vous ai proposé un seul exemple, celui du nom vieil islandais de la Louve, Ulgr, qui correspond rigoureusement à une irrégularité du védique. Le védique vrikis, qui est une formation marginale, rare parmi les thèmes en I, où le type Devi est très largement dominant, et qui a laissé des traces très faibles dans diverses langues indo-européennes. On a donc l'irrégularité de la flexion, on a le fait qu'il ne correspond pas exactement au nom du loup,
et on a la place de l'accent, parce que le G, il s'explique eh bien, par un accent sur la deuxième syllabe. Et ça fait beaucoup. Alors, je ne vous dis pas que je pourrais vous citer en grand nombre des concordances aussi complexes, mais il y en a tout de même pas mal. Et puis, il y a toutes les concordances normales, enfin, qui prouvent que une part très importante, non seulement de la grammaire, mais du vocabulaire des langues indo-européennes, provient de l'indo-européen. Alors, à des degrés divers. Si vous prenez les langues baltiques et slaves, vous avez une très forte proportion. Et si vous prenez les langues celtiques, vous en avez déjà beaucoup moins. Et si vous prenez l'arménien ou l'albanais, vous en avez encore beaucoup moins. Mais c'est que ces langues ont connu des évolutions contrariées par les influences extérieures que n'ont pas connues les autres langues, où on retrouve quasiment telles quelles les formes indo-européennes primitives. C'est tout à fait frappant, en particulier en lituanien, qui n'a pas eu les mêmes lois phonétiques que le letton, et où on trouve parfois des formes qui ressemblent à du sanskrit, ce qui est tout à fait surprenant. Et le développement de la linguistique générale, qui est venu beaucoup plus tard, dans le courant du XXe siècle, eh bien, a apporté aussi sa contribution au débat. On sait aujourd'hui qu'il y a un schéma universel de l'évolution, ce que les premiers indo-européanistes ne savaient pas. Eux avaient l'impression que l'indo-européen, enfin, était un cas particulier. Eh bien non, c'est au contraire le cas général. Toute langue tend à se dialectaliser. Cette dialectalisation est contrariée très souvent par l'enseignement, à l'école où on apprend la langue de nos parents, de nos grands-parents, et où on élimine enfin, un certain nombre d'innovations, pas toujours heureuses d'ailleurs, des jeunes générations, et donc la langue aujourd'hui se dialectalise plus lentement, mais elle se dialectalise quand même. Et quand il n'y a pas les institutions qui maintiennent la forme de la langue, par l'enseignement, mais aussi par l'administration, eh bien, les différenciations sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus importantes. Donc l'état normal de l'évolution linguistique, c'est la scission constante de la langue en parler. C'est ce qu'on appelle la dialectalisation. Donc on sait aujourd'hui très bien ce que représentent les langues romanes par rapport au latin. C'est d'abord une dialectalisation qui mène à l'émiettement total, et ensuite, eh bien, la constitution secondaire de langue nationale. Donc nous y reviendrons dans le débat archéologique, quand on vilipende, comme certains l'ont fait, l'arbre généalogique. Évidemment, on a tout à fait raison. L'arbre généalogique, il ne vaut que pour les deux états ultimes, le latin et les différentes langues européennes aujourd'hui en vigueur, qui sont des langues d'un État. Mais pour le linguiste, la réalité des choses est toute différente. Il y a une infinité
de situations intermédiaires qui sont aujourd'hui représentées par des patois. Mais le schéma de la dialectalisation, même si, s'il est beaucoup plus compliqué que l'arbre généalogique qui représente l'aboutissement, eh bien, c'est tout de même, pour l'essentiel, le même. C'est une langue commune, donc, qui se différencie localement et qui aboutit à un certain nombre de langues qui réussissent et à une infinité de patois qui restent des patois ou qui disparaissent. Donc nous pouvons aujourd'hui être totalement positifs sur ce point. Il n'y a aucun doute que le schéma traditionnel de l'indo-européen et des langues indo-européennes est justifié totalement d'un point de vue scientifique. D'autre part, y a-t-il pour autant un peuple indo-européen? Là encore, la linguistique d'aujourd'hui vous répondra, il n'existe pas de langue qui ne soit pas la langue d'un peuple. Alors, je dis peuple, je ne dis pas nation et encore moins État. Ce peuple, ça peut être une tribu, un groupe de tribus primitives, ça peut être n'importe quoi, sans organisation étatique, même sans être reconnu par ses voisins comme tel, mais c'est un peuple. Alors, l'argument supplémentaire, c'est celui de la tradition indo-européenne. Alors, ce terme de tradition indo-européenne, il se trouve que c'est moi qui l'ai lancé. Je ne vais pas inventer grand-chose dans ma vie, mais enfin, j'ai quand même inventé ça. Et je m'en suis aperçu en pianotant sur l'ordinateur. Quand j'ai tapé tradition indo-européenne, j'ai vu apparaître mon nom. Ah! Là, ça m'a quand même étonné, car si j'ai donné le nom, c'est pas moi qui ai inventé la chose. La chose, elle a commencé bien, avec Schlegel, quand il a traité de la sagesse des Indiens, pas tellement pour elle-même, mais pour montrer que c'était le fondement de la pensée des Européens. Bon, il était déjà en plein dans la tradition indo-européenne. Ensuite, eh bien, il y a eu ce qu'on a appelé la mythologie comparée, dans laquelle il y a eu du bon et du moins bon, peu importe. Mais le fond du problème, c'est qu'il y avait là un élément de tradition qui s'est retrouvé sur une partie plus ou moins étendue du domaine. Et puis depuis, eh bien, on a repris la question à la base. La tradition, c'est d'abord un ensemble de formules. Des formules, ce sont des syntagmes, excusez mon jargon de linguiste, on ne se le refait pas, des groupes nominaux ou verbaux, généralement de 2 ou 3 mots, parfois plus. J'en ai trouvé une qui constitue une phrase complète. Dans mon travail sur le feu. Le feu à qui on dit « tu es le Père et le Fils des dieux ». Bah, ça fait déjà quand même un énoncé relativement important qui se retrouve tel quel en Inde et en Grèce. Bah, c'est tout de même étonnant de trouver un élément de discours, une phrase. Parce que les linguistes, ils travaillent sur la langue, ils ne travaillent pas sur le discours. C'est une autre partie de l'étude. Eh bien, là, on s'est aperçu que l'effectif était non négligeable. Tout a commencé en 1853 avec une remarque de Adalbert Kuhn qui étudiait une catégorie de présents nasales qui ne présente pas évidemment aujourd'hui un intérêt majeur,
mais il y a une note en bas de page où il signale, à propos de je ne sais quoi, que la formule védique Akshiti Shravas, la gloire intarissable, inépuisable, correspond pour la forme et pour le sens au grec, à la formule grecque Kleos Aftiton. Simplement, c'est dans l'autre sens, mais ce sont exactement les deux mêmes formes. Il n'y a d'ailleurs attaché aucune espèce d'importance. Et puis, petit à petit, il en a trouvé d'autres, des collègues en ont trouvé aussi, et l'idée qu'il y avait une phraséologie traditionnelle a fait son chemin. Là aussi, ça n'a pas été très, très rapide, mais en 1867 paraît une thèse d'un savant allemand, Rüdiger Schmidt, Dichtung und Dichtersprache in der germanischer Zeit, qui a rassemblé des centaines d'exemples comme celui de Kuhn. Alors, quelques exemples isolés, ça n'a pas grande signification. Mais quand on dépasse la centaine, là, ça prend une signification. On s'aperçoit qu'il y a là un pan de la tradition indo-européenne. Alors, à quoi servaient ces formules? Bien, d'abord, à exprimer des préoccupations. Ensuite, à les transmettre aux générations montantes. Et enfin, ça servait aux poètes à avoir un stock de formules qu'ils pouvaient placer dans leurs vers, dans l'improvisation que l'on a supposé être à la base de la composition des poèmes homériques, comme elle l'est restée jusqu'au début du XXe siècle dans les Balkans, à la base de la composition orale des poètes locaux. Ça, c'est la partie la plus élémentaire de la tradition indo-européenne. Mais il y en a d'autres. Alors, parmi ces formules, il y a un peu de tout, je ne vous en ferai pas le détail, ça nous prendrait trop de temps. Il y a des énigmes et des paradoxes. Alors, des énigmes, des paradoxes, quand ils sont isolés, ça n'a pas de signification, mais quand on retrouve les mêmes dans plusieurs langues, on a là des correspondances aussi probantes que quand on a une correspondance de nature linguistique. Il y a des images et des symboles qui peuvent être de nature cosmique, comme l'arbre du monde, ou de nature sociale, comme l'image du corps social. Alors, cette image du corps social, ça n'est pas moi qui l'ai inventée, même si on me l'a amèrement reproché, mais là j'anticipe un petit peu, sur la deuxième partie. Il y a, pardonnez encore mon vocabulaire de linguiste, des groupes syntagmatiques comportant des signifiants qui se correspondent. Traverser l'eau de la ténèbre hivernale, bon, c'est le titre d'un de mes articles, et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que pour traverser, il y a une racine, et quand on a la formule, on a généralement un représentant de cette racine. L'eau, c'est un nom hérité. Vèdre, comme en germanique et dans beaucoup d'autres langues indo-européennes. La ténèbre, Thémès, Thémos, ça se trouve un peu partout. Et le nom de l'hiver, Geib, est aussi indo-européen commun. Eh bien, ça n'est pas uniquement une formule, parce que
on en retrouve des dramatisations, par exemple en Islande, où on a un personnage qui, le soir de Noël, eh bien, fait traverser un torrent en crue à deux paysannes. Alors, le récit lui-même est parfaitement absurde. Si on a imaginé cette situation invraisemblable, eh bien, c'est parce qu'il y avait quelque chose derrière. Et derrière, eh bien, il y avait ce groupe significatif de notions comportant aussi des correspondances linguistiques. Et il y a aussi des groupes paradigmatiques de notions, comme la fameuse triade pensée, parole, action, qui nous est arrivée à travers le Confiteor, mais que le Confiteor n'a pas inventé, qu'il a pris à l'Iran zoroastrien, qui lui-même ne l'avait pas inventé non plus, parce qu'elle se retrouve un peu partout dans le monde indo-européen. Il y a aussi les... et alors, cette triade, elle a une expression linguistique qui est à l'origine fixe, avec la racine men pour la pensée, celle de mentale, etc., la racine wek pour la parole, la voix, et la racine d ou la racine werg pour l'action. Donc on est entre les groupes de notions dont je vais vous parler maintenant et les formules. On est proche des formules puisqu'on a une expression linguistique et comme il y a trois notions, ben on est proche des groupes notionnels.